Le groupe islamiste Boko Haram a attaqué hier jeudi et s'est emparé de Chibok, la ville de l'état de Borno située au nord-est du Nigeria, ville où ont été enlevées plus de 200 lycéennes en avril dernier. Le dernier livre du journaliste français Pierre Péan, Nouvelle affaire africaine, continue de créer des tensions au Gabon. Il était à la base d'une manifestation de l'opposition qui a tourné en échauffourée. La CAN 2015 aura lieu en Guinée équatoriale en janvier et février prochain. Ce choix a été officialisé après une rencontre à Malabo entre le président Teodoro Obiang et le président de la CAF, Issa Hayatou. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Sika. Troisième ville tombée aux mains du groupe islamiste Boko Haram, Chibok. Peu de temps avant, c'était au tour de Hong et Gombe. Toutes ces actions ont été menées dans le nord du Nigeria jeudi. Une fois encore, la responsabilité des autorités étatiques est mise en cause. Reportage. La nouvelle est tombée ce vendredi de sources concordantes. Le groupe islamiste Boko Haram s'est emparé de Chibok, la ville du nord-est du Nigeria, où ont été enlevées plus de 200 lycéennes en avril. Selon des témoins, l'attaque de cette ville de l'état de Borno a eu lieu jeudi. Nous avons cru que c'était des soldats. Ils nous ont demandé de monter dans un véhicule qui a pris la route de Damboa. Mes amis et moi avons sauté du véhicule et avons couru jusqu'à chez nous parce que nous avons réalisé qu'ils ne semblaient pas innocents. Pylône de télécommunications détruit, la population en majorité a pris ses jambes au cou. D'après le sénateur Ali Ndoubé, la ville est maintenant sous le contrôle des islamistes. Il explique le retard de l'information par le fait que les lignes téléphoniques à Chibok ont été détruites. Rappelons que les combattants du groupe islamiste Boko Haram ont attaqué le lycée public pour filles de Chibok le 14 avril, y enlevant 276 lycéennes. 57 d'entre elles ont réussi à s'enfuir le soir même ou dans les jours qui ont suivi. La prise de Chibok semble avoir eu lieu peu après la prise de Hong et Gombe, deux villes de l'état voisin d'Adamawa, par Boko Haram. Nous voulons avant tout remercier les hommes et les femmes de la presse pour leur soutien. Ils peuvent mettre le feu à nos infrastructures, mais ils ne pourront pas détruire nos âmes. They can burn physical infrastructures. But believe me, they can't destroy our soul. Le gouvernement nigérien a été pointé du doigt pour avoir mis plusieurs jours à réagir après l'enlèvement des lycéennes de Chibok et pour n'avoir jamais été sur place exprimer son soutien aux familles des victimes. Plus largement, il est très critiqué pour n'avoir pas su mettre un terme à l'insurrection islamiste qui a déjà fait 10 000 morts en 5 ans. Le dernier livre du journaliste français Pierre Péan, intitulé Nouvelle affaire africaine, continue de créer des tensions au Gabon. Hier, l'opposition est descendue dans la rue pour aller déposer au palais de justice une plainte au sujet de l'acte de naissance contesté du président Ali Bongo. La manifestation annoncée pour être pacifique a plutôt tourné en échauffourée. Les images. Ali Bongo Ondimba, l'actuel chef d'État gabonais, est-il le fils naturel de son père? C'est la grosse interrogation qui a motivé cette mobilisation de l'opposition. Mobilisation ayant connu la participation de plusieurs ténors de l'opposition, dont Jean Ping, ancien secrétaire général de l'Union africaine, Jean Eyege Ngong, ex-premier ministre du défunt président Omar Bongo. Dans une discipline de groupe, le cortège allait déposer plainte au tribunal au sujet de l'acte de naissance à polémique. Mais faute d'autorisation, les manifestants se sont retrouvés nez à nez avec les forces de l'ordre. La manifestation a alors tourné court. Nous avions entrepris une marche pacifique, courte, pour venir déposer une plainte. Et nous avons prévenu tout le monde que cette marche serait pacifique. Et nous avons rencontré en face la violence. Jets de pierre et gaz lacrymogène ont certes émaillé la manifestation, mais pas d'interpellation ni de blessés. Tel un effet de boule de neige, Nouvelle affaire africaine, le dernier livre du journaliste français Pierre Péan, faisant entre autres mention de ce que Ali Bongo serait un enfant nigérian adopté pendant la guerre du Biafra à la fin des années 60 et donc un fils illégitime, fait souffler un vent de mécontentement et de révolte générale. Il paraît qu'il n'est pas gabonais. On veut savoir avoir la preuve palpable. On veut seulement déposer une plainte. Mais quand on marche, nous, on nous fout la merde. On nous bombarde avec bombes à lacrymogène. On nous tape dessus. Ils roulent même leur camion sur nous. Arrêtons ça. Le principal but de la marche sera toutefois atteint.
Une délégation d'opposants a été autorisée à se rendre au palais de justice pour y déposer la plainte en question au greffe de l'état civil. Bel et bien déposer la plainte. Mais nous devons vous dire que nous sommes choqués. Dans la foulée, l'État gabonais a porté plainte en France contre le journaliste pour ses propos qualifiés de gravement diffamatoires et totalement faux. Au Burkina Faso, un cap indispensable a été franchi vers la transition. La société civile, l'opposition et l'armée ont approuvé à l'unanimité la charte régissant les clauses de cette transition. Plus de détails à travers ce reportage. Exécution de l'hymne national, armée et civile burkinabé dans l'euphorie totale, l'union est à nouveau scellée. Les deux parties ont approuvé à l'unanimité une charte fixant les institutions de transition. La charte a été adoptée, elle a été adoptée par tous. Personne ne peut la remettre en question. C'est une étape décisive. Nous espérons maintenant avoir l'opportunité rapidement d'en faire une adoption plus formelle et une signature, et ensuite procéder à la nomination du chef d'État de la transition. Et de mon point de vue, ça ne devrait pas tarder, ça va aller très vite. La charte ainsi adoptée stipule que le président de la transition, un civil, sera nommé par un collège électoral et ne pourra être issu d'un parti politique. Le président du Conseil national de transition sera également un civil. Enfin, le Premier ministre désigné par le président pourra être un civil ou un militaire et sera à la tête d'un gouvernement de 25 membres. Pour la plupart des 80 délégués présents dans la salle, c'est un grand pas qui est franchi vers le passage du pouvoir aux civils. C'est un travail qui a été vraiment très bien mené, très bien fait, qui fixe effectivement la voie à suivre pour approfondir réellement notre démocratie. Ce travail-là ouvre de nouvelles perspectives à notre pays, surtout à sa jeunesse, parce qu'en fait, tout le travail qui se fait là, c'est protéger l'avenir de notre pays. Donc c'est pour la jeunesse essentiellement. 2 semaines après la chute de Blaise Compaoré, le processus de transition semble en bonne voie au Burkina Faso. Une fois les institutions de transition installées, l'organisation des élections devrait mobiliser les attentions. Elles auront lieu d'ici novembre 2015. Au Sénégal, après le limogeage du juge Alioune Ndao, procureur de la Cour spéciale sénégalaise en charge du procès Karim Wade, les autorités du pays ont annoncé le report du dit procès. Le remplacement du juge Ndao par Tchèque Tidiane Mara, un magistrat ayant notamment travaillé au tribunal pénal international pour le Rwanda, a amené la presse locale à s'interroger sur les dessous de cette affaire. Pour beaucoup, ce procès initié par le régime du président Macky Sall prend l'allure d'un règlement de compte. Certaines sources informent que le procureur Ndao voulait poursuivre pour enrichissement illicite d'autres personnalités aujourd'hui proches du pouvoir en place contre l'avis de ces autorités. Pour plus de précisions, nous avons joint au téléphone l'ancien député sénégalais Abdou Sané, membre du Parti centriste sénégalais. Suivons ici ses explications. Pour d'aucuns, c'est un règlement de compte. Pour d'autres, c'est la réédition des comptes, donc c'est une question de lutte contre l'impunité. Tout compte fait. Je sais que nous avons une justice qui, d'un point de vue professionnel, est reconnue comme une justice de qualité. Nous savons aussi que ici, nous avons des avocats de talent. Karim Wade, je le connais, il est en mesure de se défendre pour prouver son innocence. L'État a le droit peut-être aussi faire et de déclencher des poursuites. Maintenant, pour éviter que l'on dise que c'est un procès politique, il faut que l'interpellation puisse s'étendre à toutes les personnes supposées ou toutes les personnes qui ont fait l'objet donc d'une enquête et qui, par moment, ont prouvé leur implication dans une mauvaise gestion. Autrement, on donnera raison à ceux-là qui pensent que c'est un procès politique et donc un règlement de compte. Alors, donc, puisque nous sommes au début du procès, attendons de voir la suite de la liste pour voir quel va être le sort de certaines des autorités qui, eux aussi, ont été impliqués dans des questions de gestion calamiteuse, telles que, par exemple, Awa Ndiaye, l'ancien ministre de la Femme, qui a été impliqué dans des questions de passation de marché, dans des questions de surfacturation. Donc, aujourd'hui, elle a changé de camp, elle est dans le parti du pouvoir et elle a été acceptée. Et on attend de voir parce qu'elle, que ce soit les contrôles internes, c'est pas une affaire de créer, les contrôles internes, tout converge pour prouver carrément qu'elle est impliquée dans une gestion calamiteuse. Alors, si maintenant elle reste impunie,
Si maintenant il n'est pas poursuivi, on aura la preuve qu'effectivement, donc c'est une justice sélective. Et cela n'honore ni le pays, ni aussi nos magistrats. Et vous ne pensez pas que la justice sénégalaise ne vide pas cette affaire avant les prochaines élections? Cela peut être source de violence au Sénégal. Bon, tout est possible. Bon, parce que quand vous interpellez les professionnels de la justice, ils vous disent qu'eux, ils ont leur temps. Leur temps n'est pas le temps des politiques. Donc, ils travaillent en fonction de leur rythme et en fonction de l'évolution de leur dossier. Je me rends compte que de plus en plus, même que ça se complique, parce que quand vous avez Bibo Bourgi, qui est considéré comme étant un élément clé du dispositif, or, dans la presse, j'ai vu que les avocats de Bourgi ont demandé une prolongation de son séjour médical d'un mois supplémentaire. Donc, imaginez ce que ça peut faire. Bon, vous savez que dans ce cas d'affaires, les témoignages, certains témoignages sont importants, capitales. C'est le cas avec Bourgi. Donc, sans Bourgi, tel que je l'apprécie, le procès va marquer le pas. Et c'est pourquoi je dis encore une fois que personne ne peut encore une fois se faire une idée par rapport à la période à laquelle ce procès prendra fin. Tout compte fait, c'est moins le temps que ça va prendre qui est important, plutôt que tout puisse se passer, n'est-ce pas, dans l'équité, dans la justice et dans l'objectivité. Voilà, Monsieur Abou Sané, je vous remercie. Merci, à mon tour. Une brève à présent, la Coupe d'Afrique des Nations 2015 aura lieu en Guinée équatoriale du 17 janvier au 8 février prochain, a annoncé ce vendredi la Confédération africaine de football qui cherchait une alternative après le retrait de l'organisation au Maroc. La Guinée équatoriale sera directement qualifiée en tant que pays hôte alors que ce pays avait été écarté en juillet dernier des qualifications pour avoir aligné un joueur non éligible en tour préliminaire. Le choix de la Guinée équatoriale, qui avait déjà co-organisé l'épreuve en 2012 avec le Gabon, a été officialisé après une rencontre à Malabo entre le président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang, et le président de la CAF, Issa Hayatou. Il faut préciser que le tirage au sort de la phase finale sera effectué le mercredi 3 décembre prochain à Malabo. Et puis, il faut dire que le Maroc, qui a refusé d'organiser en janvier la CAN 2015 en raison du risque d'Ebola, a fait prévaloir la santé de ses citoyens. Mais il était également question de prémunir son tourisme d'un scénario catastrophe. Images et son. Le royaume du Maroc, qui devrait abriter la CAN pour la deuxième fois de son histoire, se trouve privé du statut de capitale du sport africain que lui aurait conféré durant près d'un mois la compétition. Sa sélection, qui devait participer au titre de pays hôte, a été également disqualifiée et d'autres sanctions pourraient suivre. Mais l'encadrement des Lions de l'Atlas et la plupart des Marocains semblent faire contre mauvaise fortune bon cœur. La santé du peuple passe avant tout. En fait, on n'est pas déçus, mais la santé du peuple marocain, on va dire que c'est une priorité ici chez nous, ici au Maroc. Puis la CAF qu'elle gagne avec sa CAN, et puis que vive le Maroc, vive l'équipe nationale. Notre commerce marche bien. On ne veut pas de l'épidémie dans notre pays, donc c'est mieux de ne pas avoir la CAN chez nous. Et là, j'ai préféré être avec ma famille, comme ça on est avec notre gouvernement, avec notre roi, et vive le Maroc. Nous sommes surpris par la décision de la CAF, car nous avons tant attendu la CAN chez nous, surtout avec l'avènement de Zaki qui nous a qualifiés à la finale de 2004 et nous étions sûrs que nous l'emporterions, mais là, on est déçus par leur décision. Si la protection de ses citoyens est l'unique argument avancé, d'autres considérations ont cependant pu peser, en particulier la santé de son secteur touristique qui pèse environ 10% du PIB. Le Maroc, qui vise 20 millions de visiteurs par an d'ici 2020, contre 10 millions en 2013, aurait pu tirer profit de la tenue de la compétition à une période où l'affluence touristique est généralement faible. Mais d'un autre côté, si un cas d'Ebola venait à être signalé au Maroc, cela aurait un impact négatif majeur et le pays pourrait perdre 90% des revenus de son tourisme. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Sika.